Salut à toi, on se retrouve sur Smart & Strong et je sais que ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas retrouvé et je vais essayer de produire du contenu de manière un peu plus régulière. C'est une des bonnes résolutions de 2002, mais plus de ça dans une autre vidéo si tu le souhaites. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour que je te parle des ramp-up sets. Alors les ramp-up sets, je vais te parler de ce que c'est, des utilités, des avantages que ça a, de la différence peut-être avec un ramp-up set, et également de quel contexte dans lequel je les utilise et les erreurs à éviter. Donc, quoi qu'il en soit, avant qu'on commence, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de commenter si tu as besoin de plus d'explications sur les ramp-up sets, je me ferai un plaisir de t'y répondre dans les commentaires. Et si tu as envie aussi que je te parle d'autres outils que j'utilise durant mes coachings, parce que oui, j'utilise des ramp-up sets, ascending sets, c'est des synonymes dans mes coachings. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur d'autres manières que j'ai de coacher, n'hésite pas à dire et rentrons d'ores et déjà dans le vif du sujet du padaquier. Les ramp-up sets, ascending sets, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en gros, c'est un outil qui va te permettre tout simplement d'accumuler du volume et de construire tes séries jusqu'à atteindre une target. Cette target, elle peut être sous forme de RPE, de pourcentage, d'un mélange des deux. Ça dépend bien sûr du profil de l'athlète, mais plus de ça dans une autre vidéo éventuelle. Du coup, le but, c'est que je vais probablement demander à un de mes athlètes de construire jusqu'à un RPE 7 avec des séries, imaginons, de 3. Donc, c'est ramp up to RPE 7 avec des séries de 3. Et donc, en gros, ce que je vais demander à mon athlète, c'est de s'échauffer tout du long avec des séries de 3. Du coup, sa première barre jusqu'à sa dernière barre d'échauffement, elles devront au moins être des séries de 3. Sur ces séries plus basses, il peut bien évidemment faire des séries de 10 si il le souhaite. C'est vraiment, voilà. Mais du coup, je vais lui donner surtout un nombre de séries qui vont vraiment être importantes. Souvent, c'est plutôt 3 à 4 séries. Dans mon cas, c'est vraiment les séries sur lesquelles on va être presque sur les séries de travail. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout cette dernière série, du coup, c'est de construire jusqu'à ce RPE 7. Donc, imaginons, dans mon cas, aujourd'hui, je souhaite travailler jusqu'à un triplé en squat à 232,5, disons autour de RPE 7,5, eh ben, je vais essayer de construire, une fois que j'ai fait ma première série, imaginons mes séries à 70, je fais mes 10 reps, puis je passe à 120, 3 reps, 170, 3 reps, 200, 3 reps, 220, 3 reps, et puis en fonction de ça, je vais ajuster pour ma dernière barre. Et en fonction de mon RPE à 220, je vais pouvoir me dire, tiens, c'est génial, parce que en fonction de si ça a bien bougé ou pas bien bougé, je vais pouvoir ajuster un petit peu l'autre. Et donc ça, c'est ça que c'est mes ramp-up sets. Alors, la principale question que tu pourrais te poser, c'est de te dire en quoi les ascending sets, ramp-up sets sont-ils différents d'un top set? Et c'est une question tout à fait légitime. Le but d'un top set, ça va être de réaliser un nombre déterminé de répétitions à une certaine intensité. Ce truc, c'est que pour ce faire, tu veux te fatiguer le moins possible durant ton échauffement. Donc imaginons, je dois réaliser mon top set toujours à 232,5 squat. Ça veut dire que durant ma phase d'échauffement, plutôt que de faire 3 répétitions à 220, 3 répétitions à 200 et ainsi de suite, par exemple, je vais faire mes 7-8 répétitions à 70, 2-3 répétitions à 120, 2-3 répétitions à 170, une série à 1 à 200, une à 220, et puis boum, je passe directement à mon 232,5. Et du coup, de cette manière, je m'économise un maximum sur mes séries d'échauffement pour juste en gros, arriver le plus frais possible sur mon top set. Le ramp-up set, c'est un petit peu différent. Ce que je veux là, c'est construire, en fait, avec le même nombre de répétitions, le rep range sur lequel je veux qu'on bosse, du début à la fin. Et donc, en gros, ça me permet juste d'accumuler un petit peu plus de volume sur mes séries d'échauffement. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, n'hésite pas à le dire en commentaire. Du coup, maintenant, je t'explique un petit peu quels sont les avantages du ramp-up set. Quelles sont les raisons pour lesquelles j'adore les ascending sets? Alors, il y en a 4. La première, c'est qu'en gros, je trouve que ça donne une meilleure idée en fait d'où se situe ta top-end strength. Du coup, me donner une meilleure estimation de quoi tu es capable avec une intensité donnée, un nombre de répétitions donné, et du coup, me donner une meilleure estimation de ton ARM estimé, en gros. Mais donc, c'est vraiment un truc que j'adore utiliser parce que on a une idée beaucoup plus précise, je trouve, de ton ARM à l'heure actuelle que je trouve un top set. Dans le sens où tu vas juste, de la même manière qu'en compétition, tu vas construire jusqu'à une charge, a priori ton ARM,
ben, on utilise un peu cette même approche. Et je trouve que là-dessus, du coup, l'estimation est un peu plus précise et un peu plus révélatrice de ton niveau de force. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle j'aime bien les utiliser, c'est parce que beaucoup d'athlètes vont avoir tendance à overshoot leur RPE ou à undershoot leur RPE. Et donc, l'avantage de ces séries-là, c'est qu'en gros, eh ben, le top 7, si en gros ils font tout le temps les séries de 1 et puis tu dois faire une série de 3 ou une série de 4, il est probable qu'ils overshoot, probable, parce qu'en gros, oh oui, cette série-là, ça ressemble à un 5 ou un 6, je sais pas trop faire la différence. Ce qui est logique, à des RPE pareils, c'est très compliqué de le dire. Et puis, ben, boum, ça fait un jump de 10-12 kg, ils vont peut-être faire plus de répétitions, et donc ça laisse beaucoup de marge de manœuvre possible sur le fait d'overshoot. Et donc, de faire ces build-up, de faire ces ascending sets, ça va laisser beaucoup moins cette opportunité-là, puisqu'en gros, il pourra voir à quelle intensité, à quel RPE il réalise chaque série. Et donc, limiter en fait l'overshoot qu'il pourra faire. Il est tout à fait possible qu'il overshoot peut-être au lieu de faire un 7, qu'il fasse un 7,5 ou un 8, mais du coup, ça contrôle un petit peu, ça lui met un cap à ne pas les passer, puisqu'en gros, il va pouvoir s'auto-évaluer tout au long du processus de la montée en charge. Et c'est la même chose avec les undershooters, en gros ils vont avoir tendance à peut-être sous-estimer leur top end strength, et du coup se dire, bah tiens, ça monte encore bien, ça monte encore bien, ça monte encore bien, bah, ils vont peut-être, au lieu de ça, là où ils avec leur top 7, ça va peut-être arrêter une série plus tôt, ils vont avoir cette occasion de remonter encore. Et du coup c'est vraiment une des raisons qui pour moi donne beaucoup d'intérêt à ces ascending sets. Enfin, troisième raison, c'est que ça permet à nous, je trouve que ça permet d'accumuler énormément de volume de bonne qualité. Parce qu'en fait, on sait qu'on va pas avoir ce top 7, du coup on n'essaye pas de s'économiser le plus possible. On sait que la montée en charge contribue également à accumuler du volume d'entraînement et que ces sets-là sont in fine utiles. Et donc je pense qu'il est vraiment intéressant, ça permet de switcher un petit peu le focus de l'athlète, non pas sur la quantité, mais vraiment sur l'aspect qualité. Et du coup, je trouve qu'on a le meilleur un petit peu les deux mondes, puisqu'en gros, on va quand même avoir cet aspect quantité sur la charge qu'on va utiliser sur le dernier set de ces ramp-up sets, mais en gros, on doit un peu gagner cette possibilité d'y aller en réalisant bien les sets précédents, et donc se dire assurer qu'ils ne soient pas au RPE. Et donc, je trouve que c'est un peu rewarding dans un certain sens, ça récompense plutôt bien, parce qu'en gros, si on s'applique bien sur ces reps du début, eh ben, les reps suivantes seront aussi plus faciles. Et donc, en fait, ça nous oblige un petit peu à produire une montée en charge de meilleure qualité. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'adore, c'est que je trouve que ça permet d'avoir un engagement mental plus important au niveau de l'athlète. Je trouve que c'est plus motivant. Parfois les top 7, ça paraît juste, on peut y aller plus vite, on a tendance à un petit peu juste dire bah, j'y vais. Et je trouve que juste en général les athlètes aiment plus, c'est même parfois moins, comment dire, ça paraît moins insurmontable, moins difficile que parfois certains top 7, et du coup c'est pour ça que je les adore, et du coup bah, les athlètes aussi ont plus d'engagement et trouvent ça plus facile de progresser. Voilà, ça c'était mes raisons. Les contextes dans lesquels je les utilise, ils sont assez variés. Disons d'expérience, j'aime beaucoup les utiliser sur le deadlift. De manière générale, le deadlift a tendance à être un lift à supporter à moins haut volume. Et du coup, ça me permet d'avoir quand même une bonne qualité de lift et bonne qualité de volume qui est atteinte vis-à-vis de ces séries montantes, ascendantes. Et juste, comme le deadlift a tendance à être un peu plus fatigant pour un certain nombre d'athlètes, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certains athlètes, vu que c'est un lift qui met en mouvement beaucoup plus de muscles et les charges plus importantes peuvent se révéler un peu plus fatigant, eh ben, j'aime bien l'utiliser là-dessus, mais c'est pas une règle absolue. J'utilise d'ailleurs avec certains athlètes sur les squats parce qu'il y a aussi besoin de moins de volume. Mais du coup, c'est un truc que j'aime utiliser avec des lifts qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de volume ou sur une exposition secondaire dans la semaine qui est à plus haute intensité. Donc ça, c'est vraiment une des raisons sur lesquelles, un des mouvements sur lesquels j'utilise, mais ça dépend vraiment au cas par cas et de l'athlète et de ce dont il a besoin. Si les athlètes ont besoin de moins de volume, ça peut être aussi tout à fait la raison de l'utiliser. Et comme souvent avec mes athlètes, on fait un peu moins de volume sur le deadlift, ça se retrouve plus intéressant. Ensuite, une manière pour lesquelles j'aime bien les utiliser pour faciliter la progression au fur et à mesure des semaines, c'est par exemple de diminuer les répétitions. Donc si en première semaine, je demande de réaliser un 3x4 à un RPE 7, voilà,
il est probable que la semaine suivante, je puisse demander à l'athlète de peut-être réaliser un 3x3 à un RPE 7,5. Et donc en fait, en diminuant le nombre de répétitions, en augmentant un petit peu le RPE, je facilite la progression. Une progression qui sera légèrement plus naturelle et qui va aussi peut-être m'amener vers un pic un peu plus fonctionnel vis-à-vis de mon cycle d'entraînement. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est pas forcément comme ça que tu es obligé de le faire, tu peux rester avec quelque chose qui soit plus statique, et donc en gros dire en fait on va garder le RPE qui soit le même, on peut avoir un peu plus une approche plutôt dite de stratégie émergente, Emerging Strategy, à la RTS, à la Mike Tucherer, et ça fonctionne tout à fait aussi. Et donc là-dessus, ce qui changera de semaine en semaine, c'est plutôt le dernier set sur lequel tu arriveras, ou peut-être les ramp-up sets qui seront un peu plus importants. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui peut être adapté dans différents contextes et il y a plein de manières de le faire. J'aime bien cette idée du pic un petit peu organique parce que ça facilite la progression, l'athlète est un peu plus engagé du fait que je sais que chaque semaine il pourra d'office mettre plus lourd vu que les reps diminuent et que le RPE augmente. Et donc c'est aussi quelque chose qui aide, je trouve, à avoir un meilleur engagement. Mais comme je le dis, ça peut toujours très bien fonctionner avec des stratégies plutôt émergentes. Un autre contexte dans lequel j'aime bien utiliser les ascending sets, c'est avec les débutants. J'ai parlé un petit peu avant des athlètes qui avaient tendance à undershot et overshot, et les débutants sont typiquement des athlètes qui vont plutôt avoir tendance à du coup overshoot et undershoot. Et donc là-dessus c'est vraiment hyper intéressant parce que ça va un peu plus les cadrer, ça va leur permettre de voir un petit peu où ils sont et donc d'avoir une meilleure idée, mais du coup effectivement d'où est leur top end strength. Et du coup c'est vraiment hyper intéressant avec ce genre d'athlètes, surtout qu'en fait ils ont aussi besoin de moins de volume. Et donc une fois encore, c'est qu'on peut se concentrer sur la qualité, non pas sur la quantité, et avoir un meilleur engagement. Et voilà, oui, je disais qu'ils ont moins de volume parce que typiquement les débutants ont tendance à progresser avec n'importe quoi. Des étirements, ça fonctionne, courir, ça fonctionne, ils vont quand même une masse musculaire. Donc voilà. C'est aussi un truc que j'utilise avec les athlètes qui reviennent de blessures. Comme tu le sais, je fais des études de kiné. C'est aussi des trucs que j'utilise dans mes rééducations ou avec des athlètes qui se sont blessés. C'est super intéressant parce que ça nous donne une idée d'un peu où est effectivement le niveau de force. Et ça nous donne une bonne idée et du coup ça permet aussi de ne pas accumuler trop de volume, éviter de charger de manière trop précoce. Et donc avec ça, on gère en fait le workload que l'athlète va avoir au total. Et donc c'est hyper intéressant. Et encore un contexte, c'est après un hiatus, mais exactement pour les mêmes raisons. Parce qu'en gros, après un hiatus, tu es désensibilisé au volume, du coup il y a besoin a priori de moins de volume pour induire des adaptations, et du coup on profite de ce faible volume sur lequel tu peux progresser pour ne pas t'obliger à avoir énormément de volume, et donc bien profiter de cet hiatus. Je peux les utiliser à l'année, contrairement aux singles où je trouve que les singles ils ont parfois une valeur, il y a de l'intérêt à ne pas les avoir tout le temps à l'année, il y a aussi des raisons de parfois les avoir à l'année, ça dépend bien sûr des athlètes, mais je trouve que ceux-ci, on peut varier avec les rep range, on peut varier avec les mouvements, on n'est pas obligé de rester sur des variantes de compétition, et donc on n'est même pas obligé de toujours le faire sur des compes lift, on peut aussi le faire sur des variantes, sur des accessoires. Du coup en gros c'est un truc qu'on peut utiliser à l'année sur à peu près tout ce qu'on veut, et ça c'est vraiment quelque chose qui est chouette, parce qu'en fin de compte il n'y a pas besoin de les cycler, ça peut rester là, et le seul truc c'est que voilà, pour l'athlète ça peut peut-être à un moment être embêtant d'avoir toujours un peu cette même approche, ce même outil à disposition. Dans ce cas-là, on peut effectivement le changer, le substituer par un autre, mais je trouve qu'il y a vraiment une valeur à le garder à l'année, et même comme je le disais, on peut s'en servir lors d'un pic, on peut commencer avec plus de reps et deep dropper de semaine en semaine, on peut le garder durant un même pic avec un même RPE et se dire bah tiens, on essaye juste de progresser là-dessus, ou alors on peut l'augmenter de manière linéaire avec un RPE aussi, et donc en gros on peut se dire bah tiens, première semaine RPE up to un single RPE 7, up to la semaine suivante un RPE 8, puis RPE 9, il y a plein de manières de faire, mais en tout cas c'est une bonne manière de faire, et puis surtout on peut toujours réaliser du back of work après. Et ça, faut pas l'oublier, ça peut rajouter un peu de volume, mais c'est-à-dire qu'on peut d'abord se concentrer sur cette phase de build-up, d'ascension, et vraiment se concentrer d'abord sur la qualité avant de se concentrer sur la quantité. Parce que parfois, quand on voit le top 7, oui, on torche vite on est content, on est excité pour le top 7, le back-off, ici ça permet déjà d'avoir une bonne tranche de travail avant même d'arriver sur les back-off, et donc il n'y a pas besoin de beaucoup de back-off, 1 ou 2 sets, la plupart du temps pourront faire l'affaire. Et donc, puisqu'il y a déjà une bonne accumulation de volume dans cette phase ascendante. Et enfin, j'aime par contre pas trop les utiliser jusqu'à des RPE 9 ou 10, dans le sens où en gros cette montée, elle va aussi créer pas mal de fatigue. Et donc il est probable qu'à un moment, si on veut travailler jusqu'à un RPE 9 ou 10,
eh ben, en fait, le fait de travailler jusqu'à un RPE 8, imaginons, eh ben, il est probable que si on met à rajouter un petit peu de poids, on arrive tout de suite à un RPE 9,5 ou 10 directement, et donc ça devient plus difficile à cause de tout ce volume, toute cette fatigue qui peut être accumulée avant. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, c'est pas impossible, mais j'aime juste pas l'utiliser dans ce contexte-là, parce que ça devient un peu plus difficile à ce moment-là d'estimer qu'est-ce qu'on pourra mettre pour un RPE 9 ou un RPE 10, puisqu'un RPE 8 est déjà assez costaud, assez dur, et du coup, souvent, si on répète la même série d'un RPE 8 à la suivante, on aura déjà tendance à augmenter le RPE. Donc là-dessus, à voir si c'est vraiment hyper intéressant pour toi. Mais ça, ce sont les raisons, et maintenant on parle des erreurs à éviter. Parmi les principales erreurs à éviter, j'en citerai majoritairement 3. La première est de ne pas avoir d'attente d'où tu veux terminer. En gros, avoir une attente d'où tu veux terminer, ça va vraiment conditionner un peu tous les jumps que tu vas faire et du coup les erreurs suivantes. Du coup, il y a une attente d'où tu veux terminer. Ensuite, on ne veut pas réaliser des jumps trop petits. Dans le sens où tu réalises des jumps trop petits, tu vas devoir en faire énormément, donc induire beaucoup de fatigue, tu vas augmenter énormément le volume, et du coup ça réduit un petit peu, ça va un peu à l'encontre du but recherché, qui est un peu un juste milieu entre la quantité et la qualité. Et donc là-dessus, à éviter, je trouve aussi. Ensuite, l'erreur, ça peut être de faire des jumps trop grands. C'est souvent l'erreur dont j'ai été coupable, l'erreur que j'ai été un petit peu coupable envers mes athlètes, c'est de réaliser des jumps beaucoup trop grands et du coup de ne pas accumuler assez de volume durant cette phase ascendante. Et donc là-dessus, moi j'aurais plutôt tendance à dire que pour limiter à ces deux erreurs, on veut réaliser des jumps entre 3 et 5%. C'est vraiment quelque chose qui va être idéal. Ou pas sur tous les jumps, mais sur les jumps de la fin, sur les 3 dernières séries. Du coup, si je te préconise 3 séries de travail, du coup, imaginons que tu as une attente de terminer autour de 220 kg, ça veut dire qu'en gros, tu vas te dire, ah ben ok, si je réalise des jumps de 3 à 5%, ça veut dire que sur ma première série de travail, je vais la faire autour de 202,5 kg. Ensuite, j'ajuste un petit peu en fonction de comment elle a senti, pour que la série suivante elle se fasse à 212,5 kg. Et puis tiens, en fonction de comment je me sens, je peux à nouveau ajuster. Et puis en fonction, je réalise ma série à 2,20. Ou un petit peu plus, ou un petit peu moins, en fonction du RPE que tu as pu placer sur les séries précédentes. Mais ça, du coup, sont les erreurs à éviter, et c'est comment je les évite. C'est juste avec ce jump de 3 à 5% et en une atteinte d'où je veux terminer, et du coup, en faisant le trajet inverse. Je sais où je termine, je sais je sais où est ma destination, après je regarde le chemin pour y arriver. Et ça, c'est le plus simple pour faire. Un peu comme quand tu prends l'autoroute, l'autoroute pour aller quelque part. Tu dois connaître ta destination avant de connaître ta route. Voilà. Du coup, ce sont toutes les raisons qui font pour moi que les ramp-up sets sont intéressants. Tout ce dont on a parlé. Donc le fait qu'on puisse accumuler plus de volume, ça donne une meilleure idée de l'estimation de ta force à ce moment donné. Ça permet d'accumuler du volume de bonne qualité. Et voilà, tous les contextes, ça fait vraiment un outil qui pour moi est un peu sous-coté, sous-utilisé, et que j'adore utiliser dans mes programmes. Si tu as d'autres questions sur les ramp-up sets, sur les ascending sets, n'hésite pas à les poser en commentaire, n'oublie pas de liker, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Smart and Strong. N'oublie pas, stay smart, get strong.